Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. J'accueille aujourd'hui Margot, naturopathe et sophrologue, qui va nous partager son parcours, nous montrer comment elle voit la naturopathie et le fait de vouloir la rendre accessible, qu'elle a associé aussi la sophrologie à tout son savoir pour aider au maximum les personnes, et aussi le décalage qu'on peut parfois avoir entre la vie qu'on a et l'hygiène de vie qu'on voudrait avoir. Bonjour Margot. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter de la manière dont tu souhaites ? D'accord, je suis Margot, je suis naturopathe et sophrologue dans la région lilloise. Je suis aussi maman d'une petite fille de 2 ans et voilà, j'exerce dans le milieu du bien-être à peu près depuis 4 ans. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu pourrais déjà revenir un peu sur ton parcours ? Tu nous as dit que tu avais commencé il y a à peu près 4 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Quelles études tu as fait et tout ça ? D'accord. Alors en fait avant ça n'avait rien à voir comme beaucoup de personnes, le milieu du bien-être c'est souvent une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans l'hôtellerie haut de gamme, surtout l'hôtellerie de luxe, où j'étais chargée VIP clientèle dans des palaces en fait à Paris. Ok. Et du coup, j'étais en charge de gérer VIP clients et toute demande particulière. Je faisais les liens entre les clients et les différents services et les différentes demandes. Et du coup, j'ai fait des études de gestion hôtelière. J'ai fait une licence, un bachelor, notamment en Angleterre. Ça avait rien à voir avec le milieu du bien-être, mais c'est un petit peu l'hôtellerie qui m'a quand même menée au milieu du bien-être d'une certaine façon, parce qu'en fait, l'hôtellerie, c'est un milieu, l'hôtellerie-restauration, c'est des milieux assez physiques quand même et fatigants avec des alternances d'horaires, de jour, de nuit. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la nuit, à travailler, j'ai travaillé pendant plusieurs mois en faisant que de la nuit. Et déjà, ça a été pour moi, j'étais en mode, je voyais mes collègues, surtout le milieu de la nuit dans l'hôtellerie, c'est un milieu très masculin. Et souvent, mes collègues me racontaient, tu verras, tu prendras 15 kilos, peu importe, ça va déséquilibrer tout ton organisme et tout. Et en fait, moi, je me suis dit non, je vais avoir une hygiène de vie hyper carrée. Du coup, j'ai continué à faire du sport, à manger hyper sainement pour préserver mon organisme, pas que des kilos, mais de la fatigue, du dérèglement, donc à prendre soin de moi. Et puis j'ai changé plusieurs fois de poste. Et puis à un moment, j'ai dû faire du jour et de la nuit dans la même semaine. Ça a été encore pire sur mon organisme que faire que de la nuit. Le fait de pas avoir de rythme fixe et tout. Donc voilà. Et je faisais du coup beaucoup de sport. Je trouve que vraiment le sport, ça m'a aidé psychologiquement. Et du coup, en ayant fait du sport, je me suis intéressée à l'alimentation, surtout dans les performances sportives. Je faisais beaucoup de courses à pied, je faisais des semi-marathons, des compétitions et tout ça. Et puis, et surtout, en fait, je me suis rendu compte que dans tous les hôtels, généralement, il y a des cafettes. La nourriture de cafétéria, ça me réussissait pas du tout, donc je m'étais vachement orientée vers le cru à cette époque. Je mangeais que du cru, beaucoup d'oléagineux. J'ai commencé à faire un peu des monodiètes, ce genre de choses. Et puis, aussi personnellement, la vie, j'étais tout le temps en décalage avec mes proches. J'avais jamais les mêmes repos, j'avais jamais les mêmes vacances. C'était tout le temps en décalage. Et puis après, c'était un peu... avant, je cherchais à avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir survivre à mon travail. Et puis après, il y a eu ce décalage où mon travail, en fait, il m'empêchait d'avoir la vie et l'hygiène de vie dont j'avais envie d'avoir.
Et bah du coup, je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce que je veux faire professionnellement? Et, euh, et c'est vrai que l'hôtellerie, c'est un milieu, bah, même si on a des compétences en gestion, en plein de choses, c'est des compétences qui sont hyper difficiles à placer dans un autre secteur. Du coup, j'étais allée voir une conseillère chez l'APEC qui accompagne les cadres en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle. Et il a suffi de deux rendez-vous avec elle, enfin un premier entretien où elle m'a fait me poser 10 questions, mais finalement des questions assez de développement personnel. Qu'est-ce que j'avais besoin professionnellement pour être heureuse? Qu'est-ce qui me plaisait dans mon travail actuel? Qu'est-ce qui me plaisait pas? Enfin, me poser 10 questions voilà, assez compliquées à répondre. Et en fait, ça a été plus une révélation de, bah, en fait, non, j'ai pas envie de transposer mes capacités mes connaissances dans un milieu en cours. Ça m'a donné confiance en moi de dire, bah, en fait, je peux retourner faire une formation, je peux apprendre des nouvelles compétences. Tant pis, bah, les autres précédentes, je les oublie. Et en fait, il y avait surtout trois choses elle m'a dit de citer trois choses que j'aimais dans mon travail actuel. Et ce que j'ai ressorti de mon travail actuel que j'aimais, c'était prendre soin des autres, parce qu'en fait, j'avais un métier où je rendais beaucoup les gens heureux, genre j'organisais énormément de demandes en mariage, j'étais un peu l'entremettrice entre guillemets des gens faire leur bonheur, faire des surprises, les rendre heureux. Donc en tout cas, m'occuper des gens, ça m'animait profondément. De deux, il y avait un côté indépendant que j'aimais bien. Donc j'étais un petit peu un électron libre dans mon poste Ouais. au sein de l'hôtel et j'aimais bien cette indépendance. Et trois, j'aimais que chaque journée ne se ressemble pas. Donc en fait, moi, j'avais vraiment des demandes différentes tout le temps et c'était jamais la même chose. Et du coup, c'était ces trois choses qui sont ressorties, surtout voilà, aider les autres, être indépendante et ne pas avoir de routine entre guillemets. Ouais. Et du coup, en plus, un jour, on m'a parlé, je me voyais pas devenir prof sportive. Et la diététique, c'était pas tout à fait ça. Et puis on m'a parlé de la naturopathie et cette approche globale. Et en plus de répondre à mes trois critères, ça a fait tout de suite tilt en moi. Et je me suis lancée nerveusement à annoncer à mes proches que je quittais tout pour faire une formation pour devenir naturopathe, en gros. OK. Donc j'ai Et, beaucoup parlé. et alors, du coup, ça, c'est une formation en 3 ans, si je dis pas de bêtises? Alors, il existe donc la version longue. En fait, c'est soit en version entre guillemets longue, 3 ans, soit en version condensée de 18 mois. Mais c'est genre 18 mois, c'est 4 à 5 jours par semaine, quoi. C'est vraiment Ouais. comme retour à l'école. Moi, je l'ai fait sur 18 mois. OK. Ouais, pour, aussi, aller enfin, que ce soit une plus courte durée aussi, c'est Oui, bah souvent, bah quand on a le chômage ça dure 2 ans, donc ouais, 3 ans, c'est déjà qu'il y aura un souci. yes. OK et donc après, tu as découvert la sophrologie? Bah, en fait, notamment, j'ai découvert la sophrologie pendant ma formation, parce que forcément en formation, on parle de divers techniques, pratiques qui peuvent aider nos clients, et notamment j'avais une collègue de formation qui était aussi sophrologue et qui m'a fait tester. Du coup, j'ai été à faire des cours et ça a été aussi assez révélateur pour moi. Euh, et du coup, bah, en fait, j'ai chevauché même un peu à la fin les deux formations. Et après, du coup, j'ai fait une formation pour devenir sophrologue sur 6 mois. OK. Alors est-ce que maintenant tu pourrais nous présenter, comment tu vois la naturopathie et la sophrologie? Quelle est ton approche? Comment tu le ressens? Bah pour moi, la naturopathie, bah voilà, c'est une hygiène de vie, c'est un art de vivre, c'est une approche globale de l'individu, de son bien-être et de son environnement. Avant tout, ça reste pour moi de la prévention de santé. Et ça accompagne à la fois les petits et les grands. Et du coup, ça va du rééquilibrage alimentaire à la gestion
des temps de repos, de sommeil, à l'activité physique et tout ça adapté à son tempérament et à sa constitution. Et tout ce qui est un petit peu allez, huiles essentielles, compléments alimentaires, autres techniques, bah, c'est des techniques secondaires qui viennent aider, mais à mes yeux, en fait, les trois techniques majeures du naturopathe, qui sont l'alimentation, la gestion des émotions et l'exercice physique, bah, ce sont les trois techniques principales que n'importe quel individu a besoin d'équilibrer pour se sentir bien. Et bah, tout ce qui est huile essentielle, compléments alimentaires, bah, c'est des plus secondaires, mais on va pas voilà, prendre soin de soi juste parce que je me mets à utiliser des huiles essentielles, mais qu'à côté de ça, je mange mal et j'ai des maux de tête et du coup j'utilise de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est pas logique en fait. Il y a plus les trois techniques majeures en priorité et le reste, si besoin, c'est secondaire. Et puis moi, la sophrologie, après, ça a été un petit peu bah, vraiment le coup de pouce parce que tout de suite, très rapidement dans ma pratique en tant que naturopathe, j'avais pas encore fini ma formation en sophrologie, donc je n'exerçais pas en tant que sophrologue. Bah, je voyais que la gestion du stress et des émotions, limite, euh, c'était limite prioritaire à l'alimentation. Que voilà, on peut avoir une alimentation irréprochable si on a une boule de stress, une boule de nerfs, qu'on est tout le temps speed et qu'on n'est pas capable de se poser, et bah il y aura toujours des blocages. Et donc en fin de compte, et c'est là que je me suis dit que j'étais contente d'avoir fait euh, la sophrologie, parce que je trouve qu'en naturopathie, enfin peut-être qu'il y a d'autres écoles qui sont mieux, mais je trouvais que dans mon école, la gestion du mental, ça avait été très survolé. Ouais. Voilà, on nous avait fait donner des aperçus de techniques, mais c'était pas, je trouvais que ça allait pas assez en profondeur pour vraiment accompagner les personnes. Donc j'étais vraiment très contente de ce choix. C'était vraiment complémentaire à mes yeux. OK. Et comment ça se passe aujourd'hui, une séance de naturopathie ou de sophrologie? Alors sur une séance de naturopathie, donc pour moi, voilà, ça dure entre 1h15 et 1h30. Donc soit à mon cabinet, soit en visio, parce que c'est dans l'air du temps. En ce moment, la visio, on n'a pas trop le choix. Et ben, c'est un temps d'échange où j'apprends à connaître la personne, ses antécédents personnels et familiaux. Je regarde aussi son tempérament, sa constitution, comment elle est faite morphologiquement. On parle voilà de toute son hygiène de vie. On va revoir tous les plans, le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress, le cycle féminin, le transit. Enfin voilà, on passe un petit peu tous les systèmes. Et ça, moi, en tant que naturopathe, bah, du coup, ça va me permettre d'évaluer si la personne elle a sur un terrain inflammatoire, si déjà son tempérament, sa constitution, si elle est plus quel type de déchets son organisme produit et du coup comment soutenir l'organisme grâce à sa vitalité, ou faire de la prévention de santé même s'il n'y a aucun souci, justement pour pouvoir préserver sa santé le plus longtemps possible. Donc une fois qu'on a fait ce long temps d'échange qui est l'anamnèse, après du coup je suggère, je conseille à la personne, je fais des compromis aussi, j'explique, je prends beaucoup de temps à expliquer, parce que pour que la personne elle soit actrice de sa santé, qu'elle comprenne et qu'elle fasse les choses en les comprenant en fait, voilà, et en adhérant ou pas. Si elle adhère pas, bah, elle le fera pas. Et si elle les comprend, il y a beaucoup plus de chances qu'elle les pérennise, plutôt que d'être dans des discours à titre, voilà. Je trouve par exemple, j'ai l'impression qu'il s'améliore, mais le gouvernement qui a élaboré ce qu'on appelle le PNNS, Programme de nutrition nationale de santé, qui envoie pas mal de pubs, manger 5 fruits et légumes par jour. Pendant très longtemps, ça s'arrêtait à ça. Mais il est où l'éducation? Pourquoi manger 5 fruits et légumes par jour? Ça fait quoi? Pourquoi choisir complet, semi-complet ou blanc? Quelle est la différence? Et je trouve que souvent, bah, du coup, les gens, bah, ils adhèrent pas à ce genre de discours, parce qu'ils sont pas du tout dans la compréhension et ils sont Ouais. pas du tout acteurs. Donc, beaucoup prendre le temps d'expliquer, c'est essentiel à mes yeux. Et du coup, voilà, et la personne, elle repart avec son bilan personnalisé et aussi des documents supplémentaires que je lui envoie appropriés
par rapport à ce qu'on a vu pendant la séance. Et puis après, voilà, la sophrologie, là, on est plus dans la verbalisation, l'expression des ressentis physiques, mentaux et émotionnels, parce que tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans le corps physique. Et du coup, déjà, même dès le début, dès le premier échange, aider les personnes à prendre conscience de l'importance de verbaliser leurs émotions. J'aime pas trop le terme gérer ses émotions parce qu'on les gère pas vraiment. Enfin, on les accueille. On est plus. Ouais. Je trouve que gérer, c'est encore, c'est le contraire de lâcher prise pour moi. Du coup, donc plutôt être dans l'accueil de ses émotions, mettre des mots parce que souvent quand on demande aux gens, ils disent ça va pas. Mais ce sont pas des émotions. Donc déjà, essayer d'élargir le panel des émotions et puis travailler ensemble sur un objectif entre guillemets à atteindre et avec à la fois différents exercices de relaxation dynamique, c'est-à-dire avec des mouvements et de la respiration, et après sur des visualisations positives pour favoriser à la fois la détente, la prise de conscience et la reprogrammation au niveau du cerveau. OK. Et du coup, la visualisation, c'est une sorte de méditation guidée, Ça, que oui, c'est de toute façon la sophrologie s'est inspirée d'énormément de courants. Donc c'est voilà, il y aura ce qu'on retrouve en méditation, c'est-à-dire un balayage corporel, et puis après il y aura une visualisation positive qui est fait. Donc la personne, plus elle pratique, plus elle va atteindre un état qu'on dit état sophroliminal, qui est l'état entre la veille et le sommeil, qui est l'état d'endormissement que toi et moi on rencontre tous les matins et tous les soirs au réveil et au coucher. Et c'est un état où en fait le cerveau enlève ses barrières. Et du coup, c'est là que l'intégration du positif et la reprogrammation va se faire. Et du coup, voilà, la visualisation, elle est aussi inspirée de l'auto-hypnose, de l'auto-suggestion, de la méthode Coué, enfin, de différents courants qui vont qui vont former la sophrologie. OK. Ah, ça a l'air super intéressant. Bah, c'est par exemple les exercices de relaxation dynamique. Ils sont, eux, beaucoup inspirés du yoga. Ouais. Donc, on va retrouver des mots, des noms d'exercices comme le prana, comme le noli, qui sont plus inspirés pas voilà, du yoga, pas du ashtanga, pas du vinyasa, mais du yoga, entre guillemets, plus traditionnel. Donc voilà, vraiment, à la fois Caicedo, qui est le fondateur, il s'est inspiré d'énormément de courants occidentaux comme l'hypnose érectionnelle, le training autogène de Schultz, ce genre de choses de Jacobson. Et puis, il s'est inspiré, il est allé en Asie et il a complété avec de la méditation, du bouddhisme, des moines zazen aussi, et du yoga pour créer une fusion parmi toutes ces méthodes. OK, super. Et je voulais un peu revenir sur, le début de ton activité, la phase entre, ta formation et quand tu es passée, vraiment professionnelle. Est-ce que ça a été, «simple» entre guillemets pour toi ou est-ce que tu as eu quelques difficultés? Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été très compliqué. Bon, déjà, moi, j'étais dans un état d'esprit de battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Et en formation de naturopathie, on a beaucoup de personnes on pratique énormément vers la fin. Donc, on fait des consultations devant tout le monde. Et déjà, on a l'habitude du coup de faire pas mal Ouais. de consultations. Et je me dis, s'il se passe des mois sans en faire, on perd confiance en soi, on cogite. Donc, je voulais vraiment rester dans cette dynamique et pas perdre de temps. Bah déjà, truc tout bête, j'avais contacté deux jeunes entrepreneurs de la région lilloise qui s'appelaient à l'époque Yogin Kitchen, qui formaient de la cuisine saine et du yoga pour notamment les entreprises et tout ça. Et du coup, bah, très vite, elles m'ont intégrée et j'ai intervenu en entreprise avec elles ou animé des ateliers, ce genre de choses. Et puis, j'étais aussi allée à la BGE, donc boutique de gestion d'entreprise,
pour m'aider à concrétiser mon projet parce que voilà, je voulais pas que ça soit perçu comme un loisir, comme un passe-temps, mais que je le prenne sérieusement comme mon activité professionnelle. Donc j'avais fait la BGE qui m'a permis de rencontrer quelqu'un. Il y avait une intervenante qui avait été invitée, qui était une ancienne donc de la BGE, qui était hypnothérapeute et qui a glissé qu'elle recherchait quelqu'un pour Ok. partager son cabinet. Donc tout de suite ça a été super. Donc tout de suite j'ai eu un cabinet avec qui partager une hypnothérapeute et il y avait à côté de nous aussi une ostéopathe. Donc c'était très complémentaire, c'était chouette. Et j'avais aussi fait une petite campagne Ulule aussi pour m'aider avec les premiers ou avec les premiers il n'y a pas énormément d'achats, mais bon, acheter un site internet, acheter un nom de domaine. Je faisais la réflexologie plantaire à l'époque, acheter les serviettes, les draps, les huiles, machin chose, un petit peu pour constituer un petit capital. Et donc j'avais fait ça aussi. Et puis finalement, je tenais déjà un blog, même s'il a jamais, décollé du feu du Dieu. Ça m'a permis tout de suite d'avoir une petite clientèle et je me suis pas ça, on peut dire quand même que ça a été facile. Ok, ah c'est cool. Et donc là, tu nous parlais d'une campagne Ulule. Comment ça s'est passé t'as communiqué de quelle manière est-ce que tu as eu des résultats vachement positifs comment ça s'est passé? J'avais pas, comme je disais, j'avais pas besoin d'énormément d'argent. Mais en fait, voilà, la campagne, ça allait me permettre de payer les premiers mois de caution du cabinet, de payer le site internet, le nom de domaine, ce genre de choses, les premières serviettes, les huiles essentielles et tout. En fait, comme tout le monde, hein, j'avais fait des contributions, le minimum. Résultat, vous avez un grand merci. J'avais créé un e-book. Donc en contribution, il y avait le e-book aussi qui avait été créé. Et après, il y avait d'autres contreparties. Plus on mettait, plus la personne, elle pouvait avoir un soin réflexologie ou une consultation de naturopathie à l'ouverture du cabinet. Puis après, pour le partage, j'avais utilisé mon blog surtout. Je pense que j'avais utilisé Facebook pour partager. Je pense que à l'époque, il y a 4 ans, mon Instagram, c'était peut-être pas encore trop ça. Et puis mes proches. Et oui, j'ai collecté assez pour, entre guillemets, répondre à mes petits besoins d'installation au début. Et justement, ça t'a été recommandé pendant ta formation de faire une campagne Ulule ou Je crois pas, non. Non, ça, je pense que j'avais peut-être moi-même participé une fois à une époque à une campagne et je pense même que j'avais participé, oui, à une campagne et ça m'a donné l'idée de faire la même chose. carrément, c'est vachement intéressant comme idée. Et donc là, tu nous as un peu parlé de ton compte Instagram. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que maintenant, tu as quand même créé une belle communauté. Ça fait combien de temps que tu es sur Instagram? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu communiques? Comme je disais, je pense que sur Instagram, au tout début du lancement, peut-être que c'était peut-être pas encore dans l'air du temps ou très très peu. Enfin maintenant, il faut absolument être sur Instagram, je pense, pour entre guillemets Fonctionner. pour exister, enfin pour promouvoir son activité. Après, pour moi, Instagram, ça reste quelque chose où j'ai envie que ce soit hyper naturel et hyper transparent. Et bien que peut-être à un moment, j'ai voulu être dans le genre, il faut poster tous les mois, machin, ou toutes les semaines, établir. Ça reste pas très très naturel pour moi et je trouve que j'ai envie que ça reste oui, c'est un mélange de perso et de professionnel. Alors c'est vrai que des fois il y avait des conseils qui m'ont dit ah mais ton compte Instagram il faut que ça soit que pro et pas du tout perso. Et moi j'ai surtout trouvé qu'en fin de compte c'était en partageant du perso que les gens arrivaient à s'identifier et Ouais. à rendre et que ça rendait en fait la naturopathie accessible et que c'était pas forcément quelque chose d'extrémiste genre sans en fait, il y a autant de naturopathie qu'il y a de naturopathes. Vous pouvez aller voir.
si la personne, vous la connaissez pas du tout, vous voyez naturopathe, vous pouvez très bien aller chez un naturopathe et qui va, par exemple, promouvoir que le cru. Vous pouvez aller très bien chez un naturopathe qui peut promouvoir que le paléo, ou des naturopathes qui, voilà, il y a autant de naturopathie qu'il y a de naturopathes. Donc déjà, pour moi, je trouvais que ça montrait une transparence de quel type de naturopathie je souhaite véhiculer. Et pour moi, c'est une naturopathie que je souhaite être accessible à tous, entre guillemets, en accord avec notre société actuelle, pas du tout extrémiste. Et du coup, je trouvais que finalement, en fait, les gens, en fait, ils sont surtout en manque d'idées. La théorie, ils l'ont énormément, en fait. Il y a énormément de choses qui leur disent, ils vont découvrir que le citron le matin à jeun, c'est top. Enfin, il y a plein d'articles sur Santé Magazine qui va vous en parler. Mais est-ce que concrètement, dans la pratique, il y a quelqu'un qui va vous dire, non, ça c'est pas top si vous êtes tel tempérament. Moi, je le fais pas parce que et si je parle à titre personnel, je veux dire, moi, je suis un tempérament plutôt nerveux. Le citron, si je le fais, je vais le faire que sur une courte durée et en été. Et du coup, les gens, ils se rendent compte que, ça leur permet aussi de faire un peu plus de tri dans les informations. Ouais. Parce que, donc voilà, je voulais que Instagram, ça reste pas quelque chose de trop réfléchi et d'assez spontané et que surtout, montrer aussi du perso, comment on met en place la naturopathie au quotidien. Parce que sinon, c'est vrai qu'au cabinet, les gens, des fois, ils peuvent se retrouver avec une montagne de conseils et se dire, ça, c'est encore inaccessible pour moi, et aussi pour montrer que, en tant que naturopathe, on n'a pas encore tout essayé. Et des fois, je dis, en ce moment, pour la première fois, je fais cette cure parce que nous aussi, on n'est pas devenu naturopathe du jour au lendemain, on n'a pas mis en place tout et on continue de s'améliorer. Et du coup, je trouvais ça, j'aime bien Instagram pour partager un petit peu plus de la réalité des choses, parce que du coup, après, sinon, on peut trop idéaliser la chose à tous les matins. Ma naturopathe, elle arrive à se faire un jus de légumes verts tous les matins, alors que peut-être c'est pas du tout le cas, mais j'y le fais 3 matins par semaine et je trouve que c'est déjà bien. Rendre la chose plus accessible, en fait. Ouais, carrément. J'espère que cette première partie de discussion avec Margot vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast à votre entourage, à faire découvrir la naturopathie et la sophrologie